11h30, notre débat, un débat contradictoire. Et cette question aujourd'hui que je pose, les Français ont-ils perdu le goût de l'effort? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Rentrée des députés, aujourd'hui. Premier texte examiné, le projet de loi prolongeant les règles actuelles de l'assurance chômage et modulant l'assurance chômage en fonction de la situation du marché du travail. L'objectif, une assurance chômage plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé, c'est ce que dit Emmanuel Macron. La réforme est contestée, nous verrons cela à l'Assemblée nationale. Mais regardons la réalité de ces derniers mois. Pénurie de main-d'œuvre, manque d'ambition, où est passé le goût de l'effort, titré le magazine Le Point cet été. Dans les lycées, les classes préparatoires, les universités, les grandes écoles, tous les moyens sont-ils bons pour ne pas avoir à fournir d'efforts? C'est ce qu'écrivait Le Point cet été. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Avons-nous tous le goût de l'effort? Avons-nous gardé le goût de l'effort? Vous appelez 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à vous exprimer sur la question. Nous avons trois invités pour parler de l'effort. Céline Marty, qui est philosophe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Auteur de Travailler moins pour vivre mieux. C'était en octobre 2021 aux éditions Duno. Vous êtes agrégée de philosophie et chercheuse en philosophie du travail. Avec nous également Philippe Diribarne. Bonjour. Auteur du livre Il sort, le grand déclassement aux éditions Albin Michel. Philippe Diribarne, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Et puis avec nous également, bonjour Philippe Diribarne, avec nous également Thibault Langsad, qui est entrepreneur français, qui a été vice-président du MEDEF, qui est ambassadeur de la mission sur l'intéressement et la participation par le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail. Vous avez été nommé ambassadeur pour la participation et l'intéressement. C'était, je crois, en 2019. Thibault Langsad, bonjour, merci. Bonjour. Avec nous. Alors, le goût de l'effort. Est-ce que nous avons tous toujours le goût de l'effort? Je commence avec vous, Céline Marty. Oui, alors je vais vous proposer une réponse en plusieurs temps. Je pense déjà, de façon un peu peut-être paradoxale, contradictoire, je pense qu'actuellement, la situation du marché du travail tue le goût de l'effort. C'est le travail qui actuellement tue l'effort. D'une part, parce qu'on est quand même dans une situation de chômage de masse, où le retour à l'emploi qu'on propose à beaucoup de travailleurs, c'est de se mettre en auto-entrepreneur et d'avoir des missions ponctuelles, mal rémunérées, qui ne protègent pas socialement. D'autre part, parce que les salaires restent très bas, stagnent, ne suivent pas l'inflation, on le voit aussi très clairement, et que les conditions de travail actuelles sont très dures. On est quand même en France à 8 millions de travailleurs pauvres, c'est-à-dire des travailleurs qui se lèvent tous les matins et qui ont moins de 1 100 € par mois. Donc, peut-être que la situation actuelle du travail ne nous permet pas de fournir des efforts. Ensuite, une autre question, c'est peut-être que ce goût de l'effort, il est détourné vers d'autres choses que le travail. Puisque vous parliez tout à l'heure des jeunes, par exemple, on pourrait dire que les jeunes sont très engagés dans les luttes écologistes et se mobilisent... Enfin, certains, pas tous. Non, mais que certains jeunes, en tout cas, se mobilisent pour 1000 choses qui sont peut-être par-delà du travail. Et on voit aussi chez les salariés, chez les travailleurs, l'envie de faire autre chose que son travail. Les gens font des efforts pour élever leur famille, pour boucler les fins de mois, pour faire des travaux chez eux, pour faire la cuisine, et c'est déjà 1000 efforts quotidiens. Ça veut dire que l'effort pour l'effort, à vos yeux, est inutile? Non, ça veut dire que peut-être que le goût de l'effort existe, mais peut-être qu'il n'est pas adapté au marché du travail actuel, peut-être parce que le travail a tué l'effort, et peut-être parce que les gens ont une volonté de... Si nous avons, alors vous faites le constat, nous avons moins le goût de l'effort, parce que les conditions de travail, parce que les perspectives sont moins bonnes. Peut-être que ce goût de l'effort, il s'est détourné du travail. Il s'est détourné du travail. Philippe Diribarne, vous êtes d'accord avec cette théorie ou pas? Non, je pense d'abord qu'on ne peut pas généraliser. Enfin, l'exemple du temps du Covid a bien montré quand même que dans les hôpitaux, il y a eu un engagement dans le travail, un effort. On était prêts à tous les efforts. Il y a eu quand même on était plutôt dans le burn-out, à la limite du burn-out. Alors, je crois que la question qui se pose, c'est de savoir comment se fait-il que les mêmes personnes, des personnes pas vraiment différentes les unes des autres, tantôt sont vraiment prêtes à faire des efforts considérables,
Et tantôt, comme vous le soulignez, l'un et l'autre, au contraire, tendent à se détourner de l'effort. Oui. Alors, à ce moment-là, on est obligé, pour comprendre cela, de rentrer dans qu'est-ce que les gens attendent de leur travail et à quelles conditions ils sont prêts à faire des efforts dans leur travail. Quelle satisfaction trouvent-ils lorsqu'ils travaillent? Absolument. Absolument. Et donc, la question qui se pose actuellement, c'est une série d'évolutions à la fois de la société et des entreprises pour prendre un terme souvent employé, mis en question le sens du travail pour une partie importante. Pas pour l'ensemble, disons, de la population, mais pas une partie importante. Oui, et je regardais un récent sondage qui dit que la question est simple. Pour vous, le travail, c'est plutôt, point d'interrogation, un moyen de subvenir à vos besoins, 70% des réponses, et un facteur d'épanouissement, seulement 30%. Donc c'est d'abord le travail, un moyen de subvenir à ses besoins. C'est quand même triste, non? Enfin, je ne sais pas, moi, Thibault Langsat, non? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un besoin de sens dans le travail. Je pense qu'on cherche du sens. Et aujourd'hui, on est en pleine période de turbulence. Je pense que l'effort est un sujet, mais je pense que dans son travail, quel sens on donne à son travail. Et aujourd'hui, c'est très perturbant, c'est incontestablement. Mais il y a des indicateurs extrêmement positifs. Vous venez de citer les auto-entrepreneurs. Vous avez plus de 2 700 000 auto-entrepreneurs. C'est pas de l'argent facile, ça veut dire que ce sont des gens qui se mettent en dynamique entrepreneuriale. Et en danger. Et en danger pour certains. Hein. Ils sont pas tous des Deliveroo, ils sont pas tous Uber, qui se mettent en danger. Et donc, là, le sens de l'effort, il est, on va dire, très fort. Quand on regarde les classements des acteurs les plus, on va dire, productifs aux yeux des Français, et qui sont les plus plébiscités aux yeux des Français. Il y a 10 ans, les chefs d'entreprise étaient en dernière position sur un classement de 30. Hein, c'est l'IFOP qui l'a sorti. Aujourd'hui, les patrons de TPE-PME interviennent en 3e position, après les militaires et la police. Et en 4e position, les pompiers. Donc là, on voit que le chef d'entreprise, il est le symbole même de l'effort. Quand on regarde un jeune qui rentre en entreprise, son premier critère, c'est la qualité de la mission. C'est ce qu'il va apprendre dans l'entreprise. Donc, il se soumet à l'effort. Il ne dit pas que c'est la qualité de vie au travail. Il ne dit pas que c'est la rémunération. Il dit, qu'est-ce que je vais trouver dans une entreprise pour m'engager et faire en sorte que je puisse valoriser mon parcours éducatif et professionnel. Là, on est sur le travail et l'effort qui est porté. Donc, j'ai plus que c'est une question de sens. Alors après, quand on voit des parlementaires qui donnent le droit à l'oisiveté ou à la paresse, quand on est encore sur des débats stériles qui consistent à dire que c'est plus les 35 heures, mais c'est les 32 heures, qu'il faut chômer une journée de plus, on est sur des débats qui perturbent. Et c'est une question de sens. Ça ôte le goût de l'effort. Alors que le travail, bien sûr que ça ôte le goût de l'effort. D'abord, c'est une ineptie parce que non, mais ça, on va pas ouvrir le débat sur le terrain économique. Non, mais ce qui consiste à dire qu'on va partager le travail pour en avoir moins et en donner un peu plus. D'abord, on partage le travail des plus pauvres, jamais des plus riches. Et ensuite, ça perturbe la notion du sens de l'effort. Oui. Il y a beaucoup de choses à commenter là-dessus. Déjà, l'interprétation qu'on fait des différents sondages. Le sondage que vous citiez, Monsieur Bourdin, à propos du facteur d'épanouissement, ça peut vouloir dire, pensez-vous qu'actuellement votre travail est épanouissant? Ou ça peut vouloir dire, aimeriez-vous que votre travail soit épanouissant? Donc, on ne peut pas présupposer que les gens ont dit, je ne veux pas que mon travail soit épanouissant. Et quant aux chiffres concernant les chefs d'entreprise, il peut aussi signifier que les gens ont envie d'être à leur compte, d'avoir leur boulangerie, leur entreprise de fromagerie, mais plutôt que d'être salarié. C'est pas de l'argent gratuit. Tout le monde sait que le chef d'entreprise est confronté à une multitude de complexités et de difficultés, sans la protection. Si je vous écoute, Thibault Langsat, ça veut dire que oui, les Français ont toujours le goût de l'effort. Je pense que oui. Vous pensez que oui? Je pense que Philippe Guéribard, est-ce que les Français ont toujours le goût de l'effort? Mais lorsque je dis Français, je ne pense pas seulement aux travailleurs. Je pense aux jeunes, je pense à de multiples Français qui sont dans hommes, femmes, quel que soit l'âge. Moi, qui me frappe beaucoup, c'est les résultats, ce qui se passe à la sortie de l'école polytechnique.
Oui. Dans les vieilles promotions auxquelles j'appartiens, c'est clair qu'on sortait, on allait dans une grande entreprise, etc. Et vraiment, moi, j'ai aucun... Oui, on avait sa voie tracée. Qui était prêt à monter son entreprise, etc. Actuellement, dans les jeunes promotions, il y a une fraction très très importante qui se lance à la création de leur propre entreprise, alors que les revenus qu'ils ont, en tout cas au départ, sont très inférieurs à ceux de celui qui va tranquillement rentrer dans une grande entreprise, comme on l'a fait, disons, toutes les générations précédentes. Donc, c'est pas juste au niveau Uber, etc., qu'il y a cette volonté, disons, d'être auto-entrepreneur. Elle est absolument à tous les niveaux, disons, de la société. Et de même, entre ceux qui créent leur propre entreprise et ceux qui vont dans une grande entreprise, il y en a un nombre, je veux dire, qui m'a stupéfait quand j'ai vu l'étude, qui vont dans des PME, TPE, où ils vont aussi gagner beaucoup moins que s'ils allaient dans une grande entreprise. Pourquoi ? Parce que dans ces entreprises, ils ont l'impression d'avoir des vraies responsabilités, alors qu'il y a un grand problème sur les cadres de grandes entreprises, qui est le sentiment que leur travail, comme vous disiez, tout à fait perd du sens. Oui. Oui, mais par-delà la question des revenus et de ce qu'ils peuvent gagner à droite ou à gauche, ce qu'ont aussi proclamé les jeunes diplômés de ces grandes écoles, c'est aussi qu'ils voulaient avoir un métier qui permettait la transition écologique plutôt que de détruire la planète. Et ça, c'est quand même une thèse très forte sur le contenu du travail. À quoi servent nos efforts ? Est-ce que nos efforts servent à faire de la publicité pour vendre un énième produit dont on n'a pas besoin ? Ou est-ce que ça sert à transformer notre monde ? Ce que vous dites, Céline Marty, ça veut dire que quand on pose la question, est-ce que nous avons gardé la culture, le goût de l'effort, en fait, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est en fonction, faudrait ajouter, en fonction des perspectives qu'on nous donne ou de l'avenir qu'on nous promet. À quoi servent nos efforts ? À quoi servent les efforts ? Plutôt que avons-nous encore le goût de l'effort ? Mais quand même, oui, Thibault Langston. Mais non, mais est-ce que là où vous avez raison, là où vous avez raison, et c'est compliqué. Vous avez en France aujourd'hui à peu près 400 000 emplois non pourvus. Oui. Et quand on regarde ces emplois non pourvus, alors ils sont dans des métiers. Mais attendez, je vais vous répondre. Dans des métiers pénibles, ou en tout cas où on peut exprimer de l'usure au travail. Probablement d'ailleurs ces 400 000 emplois, c'est probablement 800 000 parce que toutes les entreprises ne déclarent pas. Mais là on est sur la tension du marché de l'emploi. Quand vous regardez qu'on est obligé de faire venir 2000 travailleurs tunisiens pour trier les melons et aider les maraîchers cet été, on peut se dire, mais où est le goût de l'effort ? Quand vous voyez les vendanges, où traditionnellement les jeunes étaient présents, parce que ça avait à la fois un caractère festif, ils pouvaient gagner un peu d'argent, et ça donnait du sens, aujourd'hui, ce sont des prestataires étrangers qui viennent pour les vendanges. Et on pourrait se dire, mais le goût de l'effort a disparu. On est une évolution où il y a des tâches dites pénibles ou reconnues, qui fait qu'on ne veut plus les faire. Donc, c'est vrai, pour certains, le goût de l'effort a disparu. On ne peut pas reprocher à un jeune de se dire j'ai envie de travailler différemment et pas forcément de faire ces travaux dits pénibles qui ont évolué. Et donc c'est là où ça vient un peu, on va dire, perturber. Et ça, la question, pour moi, est le sens que l'on donne au travail. Bien. Et le contenu des tâches et des conditions de travail. Oui, d'accord. Ces jeunes-là aussi. Non, mais d'accord. Mais d'accord. Mais les conditions de travail, dans les vendanges, puisqu'on parlait des vendanges, prenons l'exemple des vendanges, elles étaient pires, les conditions de travail il y a 30 ou 40 ans, et les jeunes allaient vendanger. Aujourd'hui, il est plus facile de vendanger qu'il y a 30 ou 40 ans, et les jeunes n'y vont pas. Donc il y a des raisons, peut-être. Oui, il y a plusieurs raisons à ça. La rentrée universitaire est plus tôt, il y a plus de jeunes qui vont faire des études supérieures. Les vendanges sont plutôt, c'est pas. Est-ce que ce n'est pas. Je peux vous donner un élément de réponse sur les vendanges. Oui, allez-y. C'est que ça a été totalement institutionnalisé et administratisé. Donc, quand vous voulez aujourd'hui, dans une exploitation vinicole, faire venir des vendangeurs, je vais le pousser à l'extrême. Il vous faut des dortoirs pour les hommes, des dortoirs pour les femmes, des toilettes pour les hommes, des toilettes pour les femmes. Il faut des bulletins de paix. Oui, alors que les conditions étaient. On vous interdit un certain nombre de choses qui fait que ça a tué l'âme et on peut le décliner sur beaucoup d'entités. Néanmoins, ce sont des métiers qui aujourd'hui ne sont plus valorisés et reconnus en tant que tels. Bien, il est 11h16, une petite pause et à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h. Yvan Cugius. Ce soir, dans le Loft Music, une rencontre improbable entre Chantal Goya et Aloïse Sauvage. Deux générations différentes, deux univers différents. Une discussion qui promet d'être passionnante. Rendez-vous dans le Loft ce soir à 20h.
Carrefour. Si je vous dis c'est la foire au vin, c'est le moment pour faire des bonnes affaires. Et si je vous dis que jusqu'au 10 octobre, avec 50% de remise immédiate sur la deuxième bouteille de Saint-Chinian Col de la Serre 2021, les 2 bouteilles sont à 7,27 € seulement. Et c'est une pépite de la Revue du Vin de France notée 15,5 sur 20. Rendez-vous chez Carrefour et Carrefour Market ou commandez sur macaf.carrefour.fr et récupérez vos bouteilles au drive ou faites-vous livrer. Carrefour. Vendu seul 4,85 €, 75 centilitres. Détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Du 4 au 7 octobre, c'est le rendez-vous européen des professionnels de l'élevage. Pour la 31e édition du sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand, venez assister au concours et présentation de plus de 2000 animaux, bovins, ovins, équins. Participez à des colloques et des conférences. Rencontrez plus de 1500 exposants. Le sommet de l'élevage, 4 jours intenses qui vont vous propulser au cœur du monde agricole. Le sommet de l'élevage, Grande Halle d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Un événement à ne pas manquer du 4 au 7 octobre. Plus d'infos sur sommet-élevage.fr. Carrefour. Si je vous dis Danette. Moi, ma femme, c'est vanille et ma fille, c'est plutôt chocolat. Quand il en reste qu'une seule dans le frigo, là, ça rigole plus. Ah ouais, moi, je finis toujours le pot avec mon doigt. Et si je vous dis que c'est le mois bingo et que pour 2 packs de 4 Danettes Danone achetés, le 3e est offert. Tu vois le bruit là quand tu sépares les pots? Clac. Et c'est dès demain et jusqu'au 17 octobre dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Panachage possible, le moins cher est offert. Détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio Tarascon 95.2. Sud Radio. Bouygues Télécom. Romane et sa tribu déménagent à Rouen et souhaiteraient doter leur nouvelle demeure d'une fibre ultra rapide pour toute la famille. Eh bien, Romane, pour vous, on a vu les choses en grand. Chez Bouygues Télécom, c'est le retour des grands jours. En ce moment, profitez d'un prix exceptionnel avec la fibre et plus de 180 chaînes TV à seulement 15,99 € par mois pendant 1 an, puis 40,99 € par mois. Oui, la fibre à seulement 15,99 €. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre Bbox Must, soumise à conditions sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. Ma voiture va bientôt passer au contrôle technique et je crains la contre-visite. Pas d'inquiétude. Sur oscaro.com, découvrez toutes les pièces de sécurité d'un équipementier premium TRW. Freinage, direction, suspension et en ce moment, toutes ces pièces TRW sont en promo. Bon, je vais en profiter tout de suite. Oscaro.com, la référence pour votre auto. La paire. Pour l'anniversaire La Paire, Pierre a demandé un nouveau portail. Et là, Pierre est encore en train de le déballer. Youpi, youpi, youpi. Jusqu'au 17 octobre, c'est l'anniversaire La Paire. Profitez de 20% de réduction sur l'ensemble de nos portails. Oui, 20%. La Paire, cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Affligem. Une bière Affligem, c'est quoi? C'est une bière d'abbaye, évidemment. Mais derrière une bière Affligem, il y a des moines obstinés qui encore aujourd'hui préservent leurs recettes si savoureuses. Derrière une Affligem, il y a des maîtres brasseurs qui brassent avec cœur une bière qui a du goût. Mais au bout du bout, il y a surtout et avant tout des passionnés du goût. Affligem, près de 1000 ans et toujours dans le goût. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Pendant la pub, la discussion a commencé à s'enflammer ici autour de la table. Alors, est-ce que l'effort est nécessaire? C'est aussi l'une des questions de fond. Est-ce que l'effort, ce goût de l'effort? Alors, Philippe Diribarne, avant d'interroger Céline Marty et Thibault Langsade, Philippe Diribarne... Oui, je voudrais enchaîner sur la question des procédures. Vous avez évoqué la multiplication des procédures à propos des vendanges, etc. Et là, c'est vraiment, je crois, un des grands problèmes, une des grandes questions qui diminue, qui s'attaque au goût de l'effort. J'ai été frappé au moment, disons, il y a tellement de procédures qu'on n'a plus envie de faire des efforts. Par un propos, disons, un ensemble d'un collectif de médecins de l'hôpital public, je cite, parce que ça vaut la peine, il me semble dire. Ils ont écrit la chose suivante. Grâce à la désorganisation donc produite par la pandémie, le fonctionnement de l'hôpital a enfin retrouvé une logique et une autonomie médicale. Chacun a retrouvé le sens de son métier. Oui. Les personnels soignants ont accompli leur devoir et l'hôpital a tenu bon et sauvé des vies. Grâce à une réduction drastique des procédures administratives, les procédures appropriées ont pu être prises sans attendre des instructions des agences régionales de santé et du ministère. On est sorti d'une gouvernance comptable, d'un enfer paperassier, etc., etc. Bon, alors ça, disons, ça a été dit dans une circonstance particulière, mais l'ensemble des Français, de ceux qui travaillent dans les entreprises, sont
disons, effarés par la multiplication. Beaucoup ont l'impression de dire je passe plus de temps à faire du reporting qu'à ça. Bien sûr, et ensuite, si on ne suit pas les procédures, le principe de précaution, la justice est là, etc. Je crois que c'est un aspect très très important sur lequel il faut vraiment la peine d'insister. Vous avez insisté à juste raison, et vous avez insisté sur cet aspect dans votre livre, mais je voudrais élargir. Dans le quotidien, nous avons perdu ce goût de l'effort. Vous allez, oh là, vous me regardez, Céline Marty. Regardez, je citais les exemples pendant la pub. On cherche toujours la place la plus proche de l'entrée du supermarché. Ça, c'est vrai. On tourne avec sa voiture, on veut se garer au plus près. On ne fait pas l'effort de marcher 100 mètres de plus. On prend l'ascenseur plutôt que de monter 2 étages à pied. C'est vrai aussi. Donc on a perdu ce goût de l'effort. On se fait livrer. Au lieu d'aller au marché ou d'aller chez le commerçant du coin pour faire la cuisine, on se fait livrer. Certains font ce choix-là, mais d'autres le font pas. Et je pense que c'est une question de choix personnel aussi. C'est pas parce qu'on a perdu le goût de l'effort ? Non, pas nécessairement. C'est une question de choix par rapport aux possibilités qu'on nous offre. On n'arrête pas de nous vendre un nouveau service de livraison à domicile. Il y a des publicités partout dans les métros. Mais vous ne vous faites jamais livrer à domicile, vous ? Jamais. Non. Céline, jamais. Alors ça, je l'affirme haut et fort pour éviter l'exploitation des travailleurs. Et puis, parce que justement, je fais l'effort de traverser la rue. Donc vous encensez l'effort. Vous dites que l'effort... Je pense que c'est un choix de ne pas exploiter le travail des autres. C'est un choix aussi de permettre d'avoir des commerces de proximité. Thibault Langsade. Moi, je suis abasourdi. Qu'est-ce qui fait que quand vous allez au théâtre, vous prenez du plaisir à regarder la pièce de théâtre ? C'est parce que les comédiens ont travaillé comme des bêtes pour avoir un niveau de performance incroyable. Qu'est-ce qui fait que dans mon entreprise, je gagne un marché ? C'est parce que j'ai été meilleur. Qu'est-ce qui fait que j'ai gagné ce marché ? Donc j'ai été meilleur. Vous êtes sûr parce que j'ai tous les marchés publics sont gagnés par des gens qui sont meilleurs ? Mais moi, j'ai pas que des marchés publics. Non, mais... Moi, j'engage mes équipes, je fais l'effort de l'innovation, je fais l'effort, on va dire, de faire une proposition différenciante. Qu'est-ce qui fait qu'un boulanger vend davantage de croissants ou de baguettes ? C'est qu'il fait des efforts pour faire en sorte que son produit soit le meilleur. Et il entraîne ses équipes pour ça. L'effort est l'effort nécessaire. S'il n'y a pas d'effort, on ne peut pas réussir sans effort. On ne peut pas travailler, on ne peut pas accomplir sans effort. C'est utopique. On ne peut pas réussir sans effort. Non, mais je suis tout à fait d'accord dans le fait que l'activité de travail, donc l'acte de produire quelque chose pour satisfaire des besoins, implique un effort. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on a toujours envie de faire plus d'efforts ? On remarque que toute notre histoire du travail, c'est un allègement de l'effort au travail, un allègement de la pénibilité au travail. Les gains de mécanisation, c'est aussi pour éviter les tâches les plus dures et qu'elles soient prises en charge par des machines. Et d'ailleurs, Rousseau disait déjà que finalement, l'homme travaille aujourd'hui pour ne plus avoir à travailler un jour, avec l'idée que l'idée, c'était de réduire les efforts futurs. Alors, Céline Marty, vous défendez le droit à la paresse. On va y revenir. Mais oui, Philippe Diribarne. L'exemple que vous avez pris. C'est stationner au plus près de l'entrée. Mais tout le monde le fait, tout le monde tente de le faire. Pourquoi ne pas le faire ? Parce que quel sens ça Parce qu'on va tourner 3 fois plus, donc on est mauvais pour la planète. Si on va tourner 3 fois plus avec sa voiture. On fait un arbitrage, pour les choses, si vous voulez faire. Mais d'un autre côté, la même personne qui fait ça peut se lancer dans un ultra-trail et faire des efforts absolument fantastiques, etc. Au fond, la question, si vous voulez, de l'effort, c'est de savoir quels efforts on trouve appropriés, significatifs, et quels efforts on trouve sans signification. On peut dire, quand on écrit un livre, on fait beaucoup d'efforts. Oui, beaucoup. Beaucoup d'efforts. On se donne beaucoup de mal pour être honnête, pour chercher l'augmentation. On écrit, on réécrit, on réécrit, etc. Mais parce que on trouve que c'est un effort qui a du sens. Disons qu'au bout de l'effort, on a quelque chose, on a produit quelque chose. Mais alors... Peut-être, pardon, si j'ajoute, peut-être spécialement, disons, en France, où en France, on a quand même un fort goût de ce qui est grand, de ce qui est... et que du coup, quand au bout de l'effort, on a vraiment réalisé une belle tâche, un beau produit, justement dans votre entreprise, quand vos agents ont l'impression qu'ils ont une idée, une vraie idée, qu'ils ont produit quelque chose qui sort de l'ordinaire, je suis sûr, vous-même, quand vous faites une émission, quand vous avez une idée, que vous avez fait une émission qui sort, etc. Là, vous êtes prêt à faire des efforts considérables. Mais faire des efforts pour quelque chose qui ne sert à rien,
La question, c'est le but, la destination des efforts. Et l'exemple du sport, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de gens se lancent dans ces ultra-trails, ces courses très très longues dans des conditions difficiles. Et ça montre bien aussi que peut-être que ce goût de l'effort, il n'est pas satisfait dans le milieu professionnel et donc que d'autres se lancent pas dans un triathlon, dans une compétition de meilleur parce qu'on n'est pas satisfait dans son milieu professionnel. Peut-être. Je suis plutôt un adepte des ultra-trails. J'ai pas le sentiment d'être frustré dans ma vie entrepreneuriale. 0826 300 300. Je vais prendre Frédéric juste après la pub, puisque ça passe vite. Il est déjà 11h27. Frédéric est à Blagnac, en Haute-Garonne, et qui va intervenir. Réagissez maintenant au 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. Leclerc. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, ce Bordeaux rouge, Château Les Aubiers 2021 à 5,50 €, il est bio, c'est ça? Oui. Top. Mais est-ce qu'il est bon? Ah, eh bien, c'est un des incroyables de la foire au vin Leclerc. Avec un nez aux notes de cassis, de baie rouge et une attaque en bouche vive et pleine de fraîcheur. Ok, donc il est bon. Oui. Eh ben, je vais me laisser tenter. Leclerc. À partir du 4 octobre, voir date, modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Avant, quand Elsa gérait ses factures professionnelles pour Internet, le fixe et les mobiles, ça prenait un temps fou. Mais depuis qu'Orange permet de tout réunir en une seule facture, c'est devenu tellement plus simple. Avec l'offre Open Pro Fibre d'Orange, simplifiez-vous la vie en regroupant Internet fixe et jusqu'à 10 lignes mobiles sur une seule facture. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr. Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo. Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Et jusqu'au 31 octobre, jusqu'à 2 mois de cotisation offerts sur l'assurance auto Alliance. 1 mois offert la première année et 1 mois la seconde sous réserve de la reconduction de votre nouveau contrat. Conditions sur alliance.fr. Au fait, t'as une Volkswagen, toi, non? Oui, pourquoi? Parce que Volkswagen t'offre le contrôle technique. Et y a pas de surprise? Si, puisqu'il t'offre le contrôle technique. Non, mais je veux dire de mauvaise. Non. Le contrôle technique est offert jusqu'au 9 décembre chez Volkswagen. Offre valable chez les réparateurs agréés Volkswagen participants, hors éventuels travaux et contre-visites. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Pour ses 25 ans, Ixina vous offre jusqu'à 6 électroménagers avec votre nouvelle cuisine. C'est notre anniversaire, mais le cadeau c'est pour vous. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur Ixina.fr. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Dites, vous allez bientôt vendre votre logement ? Alors c'est le bon moment pour prendre rendez-vous avec un coach immobilier sur PAP.fr. PAP, vous connaissez ? Particulier à particulier. Les coachs de PAP sont là pour vous aider à vendre au juste prix, sans stress et bien entendu, sans commission. Rendez-vous sur PAP.fr. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission. À tous ceux qui voudraient que le monde s'arrête de tourner quand c'est leur anniversaire. C'est moi la star aujourd'hui. Aux autres qui se souviennent que c'est leur anniversaire quand ils reçoivent un texto de leur maman. Joyeux anniversaire, ma petite bolette. Et à ceux qui mentent sur leur âge. Je comprends pas ça. En même temps, moi, j'ai que 18 ans, donc... Pour notre anniversaire, chez Intermarché, tous les mardis et mercredis, nous vous offrons 20 € en bon d'achat, des 30 € de produits achetés dans le prospectus de cette semaine. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 12 octobre. Modalité sur intermarché.com. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, alors, nous continuons. Je pose la question sur le goût de l'effort. Est-ce que nous avons toujours le goût de l'effort? Est-ce que nous avons perdu le goût de l'effort? Frédéric est à Blagnac, en Haute-Garonne. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à tous. Merci de Merci d'être avec nous. Vous êtes dans le droit fiscal, hein Frédéric? Absolument. Bon alors, que dites-vous? Écoutez, en fin de compte, il y a plusieurs choses. On peut pas être très tranchant en la matière. Moi, j'ai 62 ans. J'ai 62 ans, je bosse depuis l'âge de 14-15 ans. Je pour les études. Alors, quand j'ai eu mes enfants, qui sont arrivés également, je leur ai dit, allez vous trouver un petit job d'étudiant, allez vous trouver un petit job dessus. Et en fin de compte, je leur ai dit, arrête, ne me dis pas que tu ne trouves pas, il y a des annonces partout. Et en fin de compte, malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce que la législation étant tellement compliquée depuis ces dernières années, qu'en dessous de 18 ans, on ne les prenait pas.
Oui. Même pour des petits jobs. Donc comment voulez-vous leur donner le goût si dès le départ on complique la chose en leur disant non, en fin de compte, tu as 16 ans, tu as 17 ans, je ne veux pas te prendre pendant 2 heures parce que la législation m'interdit, parce que ceci, parce que cela. Moi, à mon époque, alors ça fait vraiment très vieux en la matière. Frédéric, vous êtes jeune. Voilà. Allez, mais à mon époque, allez, on allait livrer du vin, on prenait des petits jobs à droite à gauche, bien sûr. Des trucs, voilà, et on gagnait 2 francs 6 sous pour aller s'acheter des trucs. Et puis on était contents parce que quelque part on réalisait quelque chose sans demander l'aide de nos parents. Et je viens d'un milieu totalement modeste, hein, et on réalisait cela. Donc on a déjà cette complication administrative qui, de toute façon, à mon avis, ennihilit un petit peu la possibilité de vouloir se défoncer. Et puis, on a aussi un manque de motivation de la part de la vie économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui va démarrer son boulot, qui veut chercher un boulot. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, va véritablement le faire transcender ? Entre toutes les informations qu'on entend négatives, les guerres, la possibilité de conflits, l'économie d'énergie, etc. On nous dit attention, c'est fini l'abondance et tout. Ça ne fait pas rêver. Moi, il y a un type, et je vais vous faire dire pourquoi j'ai créé ma première société. Vous allez rire. J'ai créé ma première société parce qu'il y a un type un jour qui a fait une émission qui s'appelait Bernard Tapie, Ambition, et je peux vous assurer que j'ai créé ma première société à la suite de cette émission. Des sociétés, alors j'ai parfois eu des échecs, mais là aussi il faut valoriser les échecs, c'est pas grave, on se plante, et ben on rebondit, et on continue, et moi ça m'a donné envie d'y aller. Bien. Voilà. Et aujourd'hui, on manque d'envie. Frédéric, alors là, je donne un exemple. Et vous allez débattre autour de cet exemple. C'est l'exemple d'un restaurateur. L'exemple pris, je ne sais plus où. Il a témoigné sur les réseaux sociaux, je crois. À la Grande Motte. Hôtel, bar, restaurant. Il offrait, ça date d'il y a un mois, un CDI à 2400 € net. Je dis bien 2400 € net, un CDI, 2 jours de repos par semaine, logement, dans un hôtel, bar, restaurant. Il n'a pas trouvé. 2400 € net. Il n'a pas trouvé, pourquoi ? Pourquoi ? On ne sait pas, on ne fait pas une expertise sur ça. Non, je ne fais pas une expertise. Non, mais attendez. Non, il n'a pas trouvé. Est-ce qu'il n'a pas trouvé parce que personne ne veut faire d'efforts ou parce que... Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé ? Je pense que les questions posées par Frédéric... On peut essayer de donner des explications. Oui. Il y a une explication qui est très vraie dans les métiers de l'hôtellerie et la restauration. C'est que comme vous êtes en tension très forte sur les emplois, et que vous répondez à cette annonce, et que vous dites finalement le salaire me va bien, en plus je suis logé, et donc... Eh bien, le salarié ou le futur salarié peut se dire, mais si ça se trouve, je vais être le seul à le faire. Et donc, il devrait avoir 5 collaborateurs, et si ça se trouve, on va se retrouver à 3. Et par conséquent, je vais assurer, parce que le restaurant il sera toujours ouvert, je vais assurer l'attention des 2 personnes qui ne seront pas présentes. Et dans les métiers hôtellerie-restauration, qui sont des métiers extrêmement difficiles, quand vous rajoutez de l'attention, ça effraie encore plus les futurs collaborateurs, ou en tout cas les gens à venir bosser dans un restaurant, parce que s'il manque une personne, quoi qu'il arrive, votre service, vous serez amené à le tenir. Et ça, c'est une explication qui est très vraie. Une autre enquête qui est très intéressante, sur les élèves de terminale. Temps de travail quotidien à la maison aujourd'hui, entre 30 minutes et 1 heure. Temps de travail quotidien à la maison, il y a 20 ans, 1h30. Pourquoi ? Là, je voudrais... les exigences du bac ne sont pas les mêmes. Hein. Allez dans votre sens. Sur le fonctionnement de l'école. Sur le fonctionnement de l'école, autour de l'idée généreuse de démocratiser l'école, de permettre à tout le monde de réussir, etc., on a affaibli considérablement les exigences, disons, maintenant, pour passer d'une classe à l'autre, pour... moins d'efforts pour obtenir son bac, moins d'efforts. C'était une éducation qui a été faite à dire... Alors, il y a de grandes différences. Là, pour le coup, si vous voulez, il y a encore, disons, des établissements et des classes dans lesquelles vraiment, vous allez, je sais pas, au lycée Louis le Grand. Enfin, c'est même pas certain. C'est même pas certain. Si. J'ai des petits-enfants qui sont, disons, à ce niveau-là. Ils font vraiment, on les fait travailler. Mais dans nombre d'établissements, on dit, non, surtout, on ne doit pas être trop exigeant. Parce que ça veut dire que les inégalités se creusent au passage. Alors, du coup, que le passage, voilà, de cet univers
scolaire, disons très très protégé, dans lequel on n'a pas d'efforts à faire. À l'univers de l'entreprise, où, comme vous le disiez, on a tout à coup, alors là, vraiment, on a des exigences qui sont extrêmement fortes, crée une espèce un passage extrêmement difficile. Et pour ceux qui ont été entraînés à réussir sans effort, être obligés d'en faire pour réussir, c'est un vrai choc. Céline Marty. Oui, je ne suis pas du tout d'accord, et je suis la seule à avoir enseigné ici en terminale, donc je pense que je peux parler de mes élèves aussi. Oui. On demande beaucoup de choses à des élèves de terminale. On leur demande déjà, dès la première, d'avoir un parcours professionnel, de choisir une voie. On leur demande très tôt dans l'année de faire des vœux sur Parcoursup, et ce qui est très difficile à gérer. Il y a une gestion du stress qui est terrible en terminale. Vous vous rendez pas compte à quel point on crée de l'anxiété chez nos jeunes qui ont 17-18 ans, qui doivent mener 1000 projets de front parce qu'ils ont par ailleurs des TPE, etc. Ensuite, dès la terminale, ils ont plein d'options avec du contrôle continu qui compte pour le bac dès le mois de septembre. Et donc, on a... Ils travaillent combien de temps à la maison? Mais c'est variable en fonction des uns et des autres, d'autant plus que il y a des conditions. Vous avez beaucoup d'élèves qui passent beaucoup de temps dans les transports. Vous avez des élèves qui, par ailleurs... Mais ça a toujours été, pardon, ça s'améliore même, hein, pardon, mais il y a 40 ans, on passait beaucoup plus de temps dans les transports qu'aujourd'hui. Il y avait aussi peut-être plus d'établissements de proximité, hein. On a aussi beaucoup fermé d'établissements scolaires. Mais après, sur le temps de travail à la maison, il y a aussi des temps d'études sur le temps scolaire. Par ailleurs, il y a aussi des journées qui sont très longues. Vous pouvez finir à 18h le vendredi au lycée. J'ai un fils qui est en première, je sais. Donc ne stigmatisons pas nos élèves. Non, mais je stigmatise pas. Je dis, c'est collectif. C'est pas les élèves qui sont les premiers responsables de cet effort moindre. C'est tout un système. Et au contraire, on leur demande beaucoup. Bon. Là, vous parlez du lycée. Pour beaucoup, la transition est très dure du collège au lycée. Oui, exact. Cette logique, disons, de vraiment passer les classes, etc., sans avoir à faire d'efforts, c'est surtout le collège. Bourdieu a bien étudié ça. Enfin, il étudie la transition terrible que représente pour beaucoup, et l'impression, quand il passe d'un collège, et surtout d'un collège... Philippe Déribard, je voudrais parler du droit à la paresse. Je vais en parler parce que ce droit à la paresse, ça m'intéresse beaucoup. Mais auparavant, Martine souhaitait témoigner après ce que nous avons dit tout à l'heure. Martine étant dans la Haute-Vienne, agricultrice. Bonjour Martine. Oui, bonjour, je suis contente de vous avoir. Mais moi aussi Martine, très content. Oui. Alors allez-y. Alors donc moi j'ai un enfant qui est autiste, qui est dans un institut éducatif médico-éducatif. Spécialisé, oui. Voilà. Et donc là, je me suis rendu compte depuis quelque temps que les équipes, elles sont un petit peu laxistes, c'est-à-dire elles font le minimum. Oui. Elles se fatiguent pas trop. Oui. Et puis quand on demande à des intervenants des mails pour le to-be, pour ceci, pour cela, ça met mais alors des mois pratiquement pour que ça arrive, quoi. Vous ne sentez pas d'allant Ah non. Non. Ah non. Non. On dirait qu'ils attendent que ça passe, quoi. Oui. Voilà. Oui. Et vous dites l'exemple donné aux jeunes est catastrophique. Exactement. Exactement, parce que moi, dans mon métier, j'ai pas le droit à la paresse, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Oui. Nous, il faut toujours qu'on soit à fond. Alors, vous voyez, donc, mon métier, même celui des autres, quand on est à son propre compte, on n'a pas le droit à la paresse. Alors, le droit à la paresse, tiens. Martine nous dit, dans mon métier, j'ai pas droit à la paresse. Céline Marty, vous défendez le droit à la paresse. Mais à un niveau global, à un niveau aussi, parce que le droit à la base, c'est aussi une sorte de condition écologique pour préserver nos ressources, puisque actuellement on est dans un système qui détruit nos ressources naturelles et qui consomme beaucoup plus de ressources que ce que la Terre n'est capable même de reproduire par an. Le jour de dépassement, il ne cesse d'arriver plus tôt dans l'année. Et par contre, le cas de l'agriculture, c'est un cas très intéressant. On a besoin de l'agriculture pour subvenir à nos besoins. On n'a pas besoin forcément de publicité pour subvenir à nos besoins. On a besoin d'agriculture. On sait que ce sont des métiers très difficiles et aujourd'hui, il n'y a pas de droit à la paresse dans l'agriculture. Non, mais par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être réorganiser aussi la main-d'œuvre de sorte à ce qu'il y ait plus de bras dans l'agriculture pour que ça pèse sur moins d'épaules. Et ça, c'est un choix politique de se dire, plutôt que de mettre des gens... Plus de bras, mieux payés. Oui. Bien sûr. Plus et plutôt de bras, que de mettre mieux les gens payés, dans les bureaux qui s'ennuient ou avec des produits, avec des produits plus chers, avec un consommateur qui paie plus cher. Mais c'est un choix politique de dans quel secteur vous investissez. Dans quel secteur vous investissez du travail, vous investissez des ressources. Et où est-ce que vous en prenez? Actuellement, en France, vous avez des gens qui se lèvent le matin pour vous appeler et vous proposer des nouvelles fenêtres ou un nouveau forfait téléphonique dont vous n'avez peut-être pas besoin. D'ailleurs, il y a peut-être beaucoup de gens qui décrochent tout de suite. Ça, c'est vrai. Tu
Thibault Langsade. Le droit à la paresse, c'est une utopie destructrice. Et je pense que tenir ce discours aujourd'hui dans la situation actuelle est totalement irresponsable. On a une situation économique qui est tendue. On a la France qui n'arrête pas d'être déclassée. Nous avons 3 000 milliards de dettes. Je ne vous parle pas du conflit en Europe qui est en train de déstabiliser l'ensemble de la planète. Je ne vous parle pas de la crise énergétique où on s'apprête à passer un hiver difficile. Et donc aujourd'hui, parler d'utopie ou alors que nous devons faire un effort mondialisé, et en tout cas en France, pour relocaliser nos entreprises, faire en sorte qu'on ait davantage de souveraineté, on parle du droit à la paresse. C'est une irresponsabilité totale. On a un déficit sur les régimes des retraites. On sait très bien que nous allons devoir travailler plus longtemps et le temps de travail sera également à réaménager. Je pense que c'est faire... on va dire, abstraction totale, qu'on vit tout de même dans un monde qui est global. Si on veut avoir une énergie propre, ça nécessitera des efforts considérables compte tenu des niveaux de retard que nous avons, notamment sur les piles par rapport aux Chinois. Et je pense que cette dynamique sur le droit à la paresse est d'une irresponsabilité totale, et en plus dans une utopie qui n'a pas lieu d'être. Quand on aura 15 points de croissance et qu'on permettra de pouvoir donner des leçons au reste du monde, peut-être qu'on sera amené à le faire, mais aujourd'hui, nous avons encore cette grandeur et cette volonté d'imposer une réflexion au monde qui est totalement dépassée, je dois le dire. Et donc, faisons des efforts, faisons en sorte que nous soyons meilleurs et innovants dans les domaines qui nous incombent, et peut-être qu'on s'en sortira. Mais le droit à la paresse, partager le travail pour pouvoir mieux le répartir, et d'une insolence et d'une violence à l'égard de gens qui travaillent, et notamment cette agricultrice qui tous les matins doit se lever à 4 heures du matin pour traire, ou en tout cas pour cultiver, c'est totalement déplacé et insultant. L'irresponsabilité, elle n'est pas du côté de l'écologie, et la crise, elle n'est pas d'abord économique. La crise, elle est d'abord écologique. Et l'irresponsabilité, c'est celle du capitalisme qui nous a menés à cette situation où on a complètement détruit nos regardez l'URSS, ça a bien fonctionné. Mais non, mais on n'a pas dit que l'URSS était le contre-modèle. Ça, c'est vraiment... c'est toujours le point où vous tuez l'argumentation, mais où en fait, de toute façon, c'est pas un modèle alternatif, et c'est un capitalisme d'État aussi. La logique de toujours produire plus est une logique incompatible avec la préservation de nos ressources. La logique même, on n'aura pas de monde avec 15 points de croissance. Vous dites le contraire dans votre phrase, il va falloir davantage d'éoliennes, davantage de photovoltaïques, davantage de batteries au lithium. Téléphoniques. Peut-être qu'il va nous falloir aussi moins d'énergie, parce qu'on aura besoin de... Mais exactement, il faut changer le contenu de la production. C'est pas pour ça que l'on doit être obligé de moins travailler. Mais peut-être que pour changer le mode de production, on va être obligé de beaucoup plus travailler. Sauf si on réorganise, la question c'est comment vous réorganisez le travail. Si vous laissez des démarcheurs téléphoniques, vous allez peut-être travailler plus. Le droit à la paresse, c'est lié à tout un imaginaire paradisiaque de l'île du Pacifique, l'atoll du Pacifique, avec des populations dans lesquelles tout tombe, on peut manger les noix de coco qui tombent, aller chercher, il suffit de tendre la main pour cueillir un poisson, et on peut s'habiller de manière la plus légère, etc. Et c'est vrai que l'humanité, probablement, il y a une certaine fascination pour cette image. On va dans les îles du Pacifique pour passer quelques moments dans lequel on va se donner le droit à la paresse au prix, évidemment, d'un certain coût de transport en avion. Alors, le problème, comme dans beaucoup de domaines, c'est le raccord qu'on va faire entre cet imaginaire extraordinaire et puis les contraintes que vous évoquez. Voilà, dans le monde réel d'aujourd'hui, dans une compétition internationale, et dans lequel... Peut-on s'extraire de cette compétition internationale, de ce monde dans lequel on vit? Il est très récent, ce monde-là. Le fait de consommer des produits qui viennent de Chine et qu'on consomme en plus tous les ans parce que c'est de la mauvaise qualité, la mondialisation, ça nous coûte très cher. En termes de travail humain, vous avez besoin de transporteurs routiers, vous avez besoin d'usines qui produisent sans cesse des marchandises de mauvaise qualité. On pourrait très bien travailler moins si on n'avait pas tout ce système de production. Ceux qui se rappellent de mai 68, il y a eu, je rappelle, GB, qui avait écrit, disons, des livres là-dessus. Là, on arrête tout, on recommence. Il y avait une BD formidable dans laquelle le droit à la paresse était enfin obtenu. Et puis, on constate que c'est pas vraiment ça qui s'est passé, disons, après mai 68.
Et ça ne s'est pas passé. Il y a eu bien sûr les hippies, dans ma génération. C'est aussi dans la génération, les hippies. Mais le droit à la paresse, vous comprenez qu'on puisse défendre le droit à la paresse? Non, mais je comprends tout à fait qu'on rêve, disons. Qu'on rêve, et du reste, ce n'est qu'un rêve. La revendication de prendre une retraite assez tôt, alors qu'on est encore en forme, c'est lié, c'est tout à fait, disons, lié à ça. Donc, c'est légitime d'avoir cette envie de ça. Mais maintenant, de passer de là à penser que ça peut être le fondement d'une organisation réaliste de la société, j'ai des doutes. Vous avez des doutes. Bon, alors attendez, 11h46. Attendez. Nous sommes sur Sud Radio, 11h46, 0826 300 300. Pierre, va nous appeler. Pierre qui est à Toulouse, je pense. Oui, c'est cela. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Dès 14h, nous retrouvons Christophe Médici et nous allons parler de notre intuition. C'est notre meilleur allié ou notre pire ennemi en amour. Autant la développer pour que ce soit notre meilleur allié. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous une super copine qui nous dit « Mais le méga bon plan, quoi !» Car les cuisses de poulet Origine France sont dès demain chez Aldi à 3 € le kilo. Oui, mais le méga bon plan, quoi, qui vous permettrait de faire le poulet du dimanche, le mardi, le mercredi, le jeudi et même le vendredi. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Soit 5,99 € la barquette de 2 kilos, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Bouygues Télécom. Roman et sa tribu déménagent à Rouen et souhaiteraient doter leur nouvelle demeure d'une fibre ultra rapide pour toute la famille. Eh bien, Roman, pour vous, on a vu les choses en grand. Chez Bouygues Télécom, c'est le retour des grands jours. En ce moment, profitez d'un prix exceptionnel avec la fibre et plus de 180 chaînes TV à seulement 15,99 € par mois pendant un an, puis 40,99 € par mois. Oui, la fibre à seulement 15,99 €. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre B-Box Must, soumise à conditions sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. Il ne faut jamais oublier que notre Seat Ibiza disponible de suite sans apport et sans engagement à partir de 179 € par mois s'arrête là où commence celle des autres. Découvrez l'offre lors des ventes privées Seat du 15 au 16 octobre chez nos concessionnaires. Seat Ibiza Copa MPI 80 chevaux, remise de 4 000 € déduite, LLD 37 mois et 30 000 km sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Tout mois commencé et dû. Offre particulier sans engagement, commande jusqu'au 31 octobre, livraison avant fin 2022 selon stock. Conditions sur seat.fr. Pensez à covoiturer. Sud Radio Arcachon. 100.4. Sud Radio. Être utile, c'est faire des choix. C'est choisir d'être agent de voirie, bibliothécaire, ripper, secrétaire de mairie ou cuisinier de cantine scolaire. Être utile, c'est aussi choisir de s'engager pour les autres. Alors, pour nous représenter, mes collègues et moi, j'ai choisi de militer à la MNT, la première mutuelle santé et prévoyance des agents des services publics locaux. Mutuelle nationale territoriale, être utile est un beau métier. Et jusqu'au 28 octobre, devenez délégué des adhérents. Rendez-vous sur élection.mnt.fr pour candidater. La MNT est une mutuelle du groupe Vive. On veut toujours ce qu'il y a de mieux. Et le mieux, c'est quand on se sent bien chez soi. Quand en fait tout est bien, mais en mieux. Et oui, n'attendez plus, le mieux, c'est Cuisinella. Jusqu'au 29 octobre, bénéficiez jusqu'à 1 500 € d'avantages. Oui, 1 500 €. Alors rendez-vous vite en magasin. Cuisinella, la 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 la. Jusqu'à 1 500 € TTC d'avantages, hors pause, livraison sanitaire et électroménager. Voir conditions en magasin participant. Aujourd'hui, 17 millions de Français et plus de 10 000 communes peuvent être concernés par des pluies intenses et des inondations. Avec le changement climatique, les événements violents se multiplient. Les inondations tuent. Aussi en cas de pluie intense, soyez vigilants et adoptez les bons réflexes. Ne prenez pas votre voiture, reportez vos déplacements et réfugiez-vous à l'intérieur et en hauteur. Plus d'infos sur le site pluie-inondation.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Leclerc. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, ce Bordeaux rouge, Château Les Aubiers 2021 à 5,50 €, il est bio, c'est ça? Oui. Top. Mais est-ce qu'il est bon? Eh bien, c'est un des incroyables de la foire au vin Leclerc. Avec un nez aux notes de cassis, de baie rouge et une attaque en bouche vive et pleine de fraîcheur. Ok, donc il est bon. Oui. Eh ben, je vais me laisser tenter. Leclerc. À partir du 4 octobre, voir date, modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Voit-on encore un intérêt à faire un effort? C'est aussi l'une des questions soulevées, c'est peut-être le fond du problème. Pierre est à Toulouse, en Haute-Garonne. Bonjour Pierre.
Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Pierre? Et voilà, j'ai fait l'école hôtelière, j'ai fait 44 ans de restauration, maintenant je suis au début de ma retraite. Et je vais vous dire deux choses. Je vais vous expliquer pourquoi les gens, on dit maintenant, n'ont plus envie de travailler dans la restauration. Ils ont envie, parce que quand même, quand vous allez au restaurant, il y a toujours même un serveur et un cuisinier qui vous sert. Donc ils arrivent à trouver. Et seulement, il y a une chose, c'est que par exemple, moi j'ai commencé en 78, enfin en 76 au Palais à Biarritz. J'étais logé. En 78, quand je suis revenu sur Toulouse, j'avais des feuilles de paye à 18 000 francs. C'était des francs à l'époque, 18 000 francs. Je vous dis qu'aujourd'hui, les gens dans la restauration, ils ne touchent pas. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, on ne demandait pas les jours de la fête des mères, les choses comme ça, les repas de fin d'année, à être à la maison. Parce qu'on savait qu'on touchait comme un cadre en n'ayant pas le même niveau scolaire. Ensuite, il y a une chose, c'est que dans ce métier, on fait des coupures. C'est-à-dire que le matin, vous êtes parti travailler, l'après-midi, vous revenez, le soir, vous repartez. Les gens on ne donne pas les tickets restaurant dans la restauration. On n'a pas, même pas 10% en dehors des saisons dans un hôtel de réduction. On n'a pas de comité d'entreprise. Et vous les prenez pour des idiots, les jeunes. Ils veulent plus travailler dans la restauration. Voilà. Moi, j'ai eu un restaurant dans les années 90. Et je payais le plongeur 15 000 francs. Des francs toujours, 15 000 francs. Tout le monde me disait, c'est le prix d'un chef, faut que tu le payes. Pourquoi? Parce qu'il était là tous les jours. Et c'est moi qui, des fois, lui disais, t'as l'air fatigué, t'es malade, reste chez toi aujourd'hui, ne viens pas travailler. Voilà, c'est tout. C'est une question d'argent. Et en plus, que tous les chefs de cuisine sont devenus des patrons et des décorateurs d'assiettes, ceux qui vous apportent l'assiette de la cuisine, là, sont des porteurs d'assiettes. Il n'y a plus de travail, à part dans une grande maison. Pierre, vous voulez dire par là qu'on n'a pas perdu le goût de l'effort. C'est votre avis? C'est une question d'organisation du travail et de salaire. Merci beaucoup, Pierre. Philippe Guéribard, on n'a pas perdu le goût de l'effort, alors? Oui, et je crois qu'il faut faire attention. Enfin, cette chose que je crains un peu, c'est qu'on se dise que pour restaurer le goût de l'effort, il faut vraiment créer une société tout à fait nouvelle, écologiste, etc. Alors qu'il y a beaucoup à faire, disons, dans le monde, disons, de la société telle qu'il est. Vos divers intervenants, c'est que à l'intérieur de la question du métier, qu'on respecte le métier des gens, la question des procédures qui a été, disons, évoquée tout à l'heure, la question de l'intervention aussi, disons, la pression du danger dans beaucoup de métiers. Je ne vais pas être poursuivi en justice dès que j'ai fait une chose si j'ai pas tout à fait bien. Disons, à l'intérieur de notre monde et du système de production tel qu'il est, bien sûr, la question du fonctionnement de l'autorité, dont on n'avait pas parlé, et qui est quelque chose de très, très démotivant pour beaucoup de gens. Et si beaucoup de gens préfèrent aller dans de petites entreprises, c'est à cause de ce fonctionnement de l'autorité. Bon, il y a quand même deux sujets, peut-être qu'on va réussir à se mettre d'accord, c'est qu'un, le travail ne paye plus. Voilà, on a un niveau de charge qui était extrêmement élevé par rapport aux autres pays de la communauté européenne, et il est vrai que c'est de plus en plus difficile de vivre avec un SMIC. Vous connaissez ce sujet par cœur, vous l'avez traité des milliers de fois. Mais le travail en France ne paye plus. Le second point, je pense que si on veut réfléchir à un capitalisme rénové, c'est ce qu'on est en train de voir, ce qui fait qu'on est en zone de turbulence sur le sens, eh bien le vrai sujet c'est le partage de la valeur. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les entreprises qui gagnent, c'est le débat qu'on a sur les super profits, c'est le débat qu'on a sur ces sujets, faire en sorte qu'on ait une meilleure association des collaborateurs. C'est la raison pour laquelle vous défendez l'intéressement et la participation. Mais quand je parle de dividendes salariés, c'est une petite révolution que je mets sur la table. Il faut faire en sorte que l'apport en industrie, qui est un terme très technique, fasse en sorte que l'ensemble des collaborateurs puissent y toucher. Je ne dis pas que c'est égal à celui de l'actionnaire, parce que c'est pas ça le sujet, mais de faire en sorte que les instruments qui ont été mis en place par le général de Gaulle il y a 50 ans puissent mieux rémunérer le collaborateur. Quand l'entreprise gagne, il faut que ce soit mieux associé. C'est un vrai combat dans un capitalisme rénové. J'allais tout à fait soulever ce point aussi, que c'était une revendication qui était déjà du temps au début des 30 Glorieuses, et donc dans une logique de forte croissance économique. Or, ce n'est pas une revendication qui nous a permis de réfléchir à ce qu'on produisait, au contenu de la production. On a produit n'importe quoi, c'est notre capitalisme de consommation de masse. On pense à ce qu'on gagne, mais non pas à ce qu'on produit. Oui. C'est ce que vous dites, voilà. Céline Marty. Alors qu'il faudrait adapter le travail à nos besoins. Voilà, et strictement à nos besoins. Oui. Et
ça nous permettrait aussi d'économiser à la fois du travail et des ressources naturelles. Mais nous ne sommes pas seuls au monde, Céline Martin. Mais là, ce choix de la mondialisation et de demander aux travailleurs chinois s'ils sont contents finalement de produire des gadgets pour les pays de l'Europe de l'Ouest. Les travailleurs chinois, on ne peut rien y faire. Hein. Mais comment ça, on ne peut rien y faire? On les a mis dans cette structure de la mondialisation. Il y a un point qui est intéressant, ce qui est en train de se passer en Italie, on regarde sous un autre angle. Regardez l'Italie sur le textile. Aujourd'hui, l'Italie sur le textile devient plus compétitif que la Chine. Ça veut dire que les textiles italiens qui sont en train d'arriver en France, c'est une des raisons des difficultés de Cavailleux. Si vous voulez produire du textile, vous le produisez en Italie. Et ça, c'est une très belle réussite, mais ça nécessite un effort, des investissements qui sont colossaux. Et c'est le pari que les Italiens ont fait, qui sont en train de gagner. Oui, et des investissements qui ont été, que nous, la France, on a désindustrialisé. Donc on se retrouve aussi sans industrie. On n'avait même plus de masques pendant la pandémie, même plus d'entreprises pour produire des masques. Mais ça a été un choix politique de dire on va aller produire dans les pays moins chers et puis ensuite on verra bien, vive la mondialisation. La mondialisation est un choix politique. Donc vous n'êtes pas pessimiste, nous n'avons pas perdu le goût de l'effort. Tour de table, très vite, n'ont pas perdu le goût de l'effort. Le goût de l'effort, il va par-delà le milieu professionnel. Très bien. On n'a pas perdu le goût de l'effort, mais on cherche du sens au travail. Bon. Philippe Diribarne. Oui, on cherche aussi un mode d'organisation qui fait que l'on ne tue pas le goût de l'effort chez les gens qui spontanément ont le goût de l'effort, mais dans lequel c'est leur environnement qui tue ce goût. Merci à tous les trois d'être venus nous voir autour de ce micro.